L'agence Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo. Bonjour à tous, voici Alad. Dans notre émission Les clés de l'immobilier pour la saison 2, j'ai le plaisir de recevoir Michel. Bonjour Michel. Bonjour Vassia. Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Oui, bien sûr. Michel Momela. Donc j'ai été notaire pendant 38 ans. D'abord dans le sud-ouest et ensuite pendant 26 ans à Saint-Tropez et j'ai donc cédé en 2023 et maintenant je suis conseiller juridique et fiscal avant peut-être d'embrasser la belle profession d'avocat. Eh bien, génial, génial. Donc, nous comprenons, Michel, que vous avez été notaire pendant de nombreuses années, qu'aujourd'hui, vous êtes juriste avec bientôt une casquette d'avocat. C'est ça. C'est dans ce cadre-là que nous allons parler ensemble de la thématique du droit international privé et de l'immobilier. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur le droit international? Alors, droit international, déjà, il faut voir que chaque pays, évidemment, a son droit national. Oui. Simplement, les mouvements de population depuis quelques années, même quelques décennies, sont de plus en plus nombreux. Beaucoup de Français s'expatrient à l'étranger. Oui. On pense aujourd'hui qu'il y a à peu près 2 500 000 Français expatriés à l'étranger de manière permanente. Oui. Bon, il y en a 1 million, presque 700 000 qui sont inscrits sur le registre des Français à l'étranger, mais l'inscription sur ce registre n'est pas obligatoire. Oui. Et donc on pense qu'aujourd'hui il y a 2 500 000. Ces Français à l'étranger, bien sûr, ils achètent, ils se marient, ils se pacsent et donc il faut les conseiller en amont, c'est-à-dire avant qu'ils s'expatrient ou au moment où ils s'expatrient dans les consulats ou les ambassades, il faut les conseiller pour leur dire, voilà, vous allez au Maroc, vous allez en Espagne, vous allez au Portugal, vous allez en Allemagne, voilà le droit qui vous sera applicable et on verra également la fiscalité qui vous sera applicable. De la même manière, nous les notaires, quand nous voyons arriver des investisseurs immobiliers sur la Côte d'Azur, puisqu'ils sont assez nombreux, nous devons leur dire, voilà, vous venez d'Allemagne, vous venez d'Espagne, vous venez de tous les coins du monde, des États-Unis. Et bien voilà, dans votre pays, ça se passe comme ça pour un achat immobilier, mais chez nous, ça se passe autrement. Oui. Et quel est le droit qui va être applicable? Est-ce que c'est le droit américain ou est-ce que c'est le droit français? D'accord. En parlant de ces personnes qui viennent dans notre belle région pour acheter de l'immobilier, quel est l'intérêt du droit international dans l'immobilier? Alors, c'est lorsqu'on fait une vente ou un achat, c'est de dire à l'acheteur, qui est quelqu'un qui vient de l'extérieur, de lui dire, voilà, vous achetez, voilà les règles qui sont applicables. Alors, il y a un principe qui est dans un règlement européen qui s'appelle Rome 1. Ce principe, c'est que vous pouvez choisir la loi applicable. On est dans l'immobilier et par dérogation à d'autres règles, vous pouvez choisir le droit applicable. Donc si les deux parties sont d'accord, on peut choisir le droit belge. Mais la plupart du temps, les parties au contrat, le vendeur et l'acquéreur, ne choisissent pas de droit particulier. Et donc à ce moment-là, on dit qu'on se réfère au droit réel, c'est-à-dire au droit où est situé l'immeuble. D'accord. Par hypothèse, l'immeuble est situé en France, ce sera le droit français qui s'appliquera. Et donc, un Marocain, un Algérien, un Allemand qui achètera en France, eh bien, il sera soumis aux mêmes règles que les règles françaises. Oui. D'accord, super. Dans ce cas, quels sont les exemples de pratiques différentes des règles du droit que vous pouvez nous donner? Alors, par exemple, le problème est surtout pour les Français qui s'expatrient. Oui. Parce que les étrangers qui arrivent en France et qui achètent dans l'immobilier en France, on considère que la France est un pays où il y a le plus de protection au monde
pour un achat immobilier, Oui, pour tout à fait. l'acquéreur. Oui. C'est-à-dire, on a les diagnostics immobiliers pour savoir si l'immeuble que l'on achète, l'appartement que l'on achète est bien dans un état normal. On a, en matière de promesse de vente ou de compromis de vente, on a le droit de rétractation, le droit de réflexion. C'est-à-dire, on signe, mais on a les 10 jours pendant lesquels on peut réfléchir quand on est acheteur et dire bah, finalement, non, ça ne m'intéresse plus, ou bon, et sans frais, puisque à ce moment-là, on récupère, si on a versé une indemnité d'immobilisation, on la récupère. Ça, c'est les garanties en France. Est-ce que les Français qui s'expatrient vont trouver les mêmes garanties à l'étranger? Oui. Pas forcément. Par exemple, quand on signe une vente au Portugal, le Portugal ne connaît pas le compromis de vente ou la promesse de vente. C'est-à-dire, on arrive et dans 3 semaines, eh ben, on signe l'acte définitif. D'accord. Est-ce que pendant ce temps des 3 semaines, on aura eu le temps, le rédacteur de l'acte aura eu le temps, au Portugal c'est le notaire aussi, sauf que là aussi il faudrait parler du statut du notaire dans les différents pays. Oui, alors, ça serait intéressant, oui. Voilà, alors j'avais fait des études quand j'étais au Conseil supérieur du notariat, j'avais fait des études sur les différents notariats en Europe et de la Méditerranée. Oui. Au Portugal, le notaire a été fonctionnaire et aujourd'hui est semi-fonctionnaire, c'est-à-dire il ne conseille pas. Ce n'est pas son rôle de conseiller. C'est-à-dire, vous allez chez le notaire, comme en Espagne, où c'est l'avocat qui prépare. Le dossier aura été préparé par un avocat, par un agent immobilier, ou par toute autre personne. Et le notaire va simplement recevoir l'acte, c'est tout. Donc, il n'y aura pas de conseil. D'accord. Et on n'aura pas donc ce délai de rétractation, ce délai de réflexion. Oui. Voilà. C'est la même chose dans d'autres pays où on a des avant-contrats, mais pas de délai de réflexion. D'accord. Si on prend le cas des États-Unis, par exemple, comment est-ce que ça se pratique si un Français décide de faire une acquisition aux États-Unis? Comment est-ce que ça se déroule concrètement? Alors, parce qu'en plus, on a des États différents. Tout à fait. Et on a surtout un droit différent. Oui. Et un droit historique différent, puisque ici on parle de droit romain, puisque le code civil napoléonien est un reflet des codes romains, alors qu'aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, on parle de droit anglo-saxon, qui est un droit moins écrit, plus oral, et où il n'y a pas de notaire. Il n'existe pas de notaire. Alors, il existe des notaires à Londres qui sont encore très peu nombreux, mais aux États-Unis, il n'existe pas de notaire. Donc, les certificats, les attestations peuvent être faites par des cellules qui ne font que ça. Et quant aux actes immobiliers, ils sont faits par des lawyers. D'accord. Et ils sont faits avec beaucoup moins de vérification que chez nous. Oui. D'où l'intérêt quand on va aux États-Unis ou dans d'autres pays de bien vérifier à l'avance ce que l'on va acheter. Eh bien, je vous remercie, Michel. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on arrive à s'orienter, à se sortir des méandres de la règle internationale? Alors, le problème, c'est qu'il y a le droit international et le droit européen, puisqu'il y a un droit européen pour tous les pays d'Europe et les pays limitrophes avec l'Europe, ces méandres, il y a des règles auxquelles on se rattache, qui sont des critères de rattachement. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes protégé. Ça veut dire que ça évite les conflits, parce qu'on veut harmoniser les règles pour éviter les conflits internationaux, parce que les conflits internationaux sont très complexes et les juridictions qui ont à traiter des conflits internationaux sont dépassées par ça. Donc on a des critères de rattachement. Et alors les critères de rattachement, on va dire, j'ai en face de moi par exemple un Algérien. Je veux savoir, il veut passer un acte en France. Je veux savoir s'il est majeur déjà, puisqu'il me paraît très très jeune et je veux savoir s'il est majeur. Première question que je vais me poser, je vais me dire, est-ce qu'il a 18 ans? Ben non, c'est faux. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, ce n'est pas le critère de la majorité française qui s'applique, c'est la loi nationale, c'est le statut personnel. Donc je dois voir le droit algérien, et dans le droit algérien, pas de chance, je me suis trompé, c'est 19 ans, c'est pas 18.
Voilà, c'est un exemple. Deuxième exemple, j'ai un couple qui vient se marier, un Français qui est majeur et une Tunisienne, qui est mineure pour moi, elle a 16 ans. Donc mon premier réflexe, c'est de dire, ben non, elle ne peut pas se marier puisqu'elle a 16 ans. Bon. Mais je ne dois pas, là aussi, voir le droit français, je dois voir le droit tunisien. Et que dit le droit tunisien? Ben, il dit la même chose que le droit français, 18 ans. Donc s'il veut se marier, il faut demander une dispense à un tribunal pour obtenir le mariage. Également, un exemple qui est arrivé, ce sont des exemples oui, concrets. Hein. Concret, vécu. Une Française veut se marier avec une personne de nationalité camerounaise. La dame française est célibataire, pas de problème, mais le monsieur camerounais est déjà marié. Donc il y a un problème de polygamie. Ils veulent se marier en France. Si je regarde la loi, mon premier réflexe, c'est de regarder la loi camerounaise. Or, la loi camerounaise permet la polygamie. Est-ce que je me dis, bon, mais ça va, ok, ils peuvent se marier? Non. Parce qu'il y a un principe de droit français qui dit que toute personne qui se marie sur le territoire français ne peut pas être polygame. Même si sa loi d'origine, si sa loi nationale le permet, la loi française ne le permet pas et c'est un principe de droit public. On refuse la polygamie et il n'y a pas d'exception. Oui. Donc voilà. En fonction, si je vous comprends bien et sur les 3 exemples que vous avez donnés, même si on va aller regarder le droit qui prévaut dans le pays, de provenance d'une personne, on va quand même prendre en compte le droit français par rapport à certaines typologies. Oui, c'est la difficulté du droit international. En fait, c'est ça. C'est que par moment, on ne prend que la loi nationale et à d'autres moments, on prend un mélange des deux, enfin, on prend les deux cumulativement. Oui. Alors, ça dépend de la matière que l'on traite. En fait, oui. Et si on revient sur le droit immobilier pur, alors là, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un grand principe, c'est la liberté de choix. Si la liberté de choix n'est pas exercée par les parties, alors là, il y a un principe qui s'applique et qui est un seul principe, c'est la loi de la situation de l'immeuble. Oui. Voilà. En droit romain, on disait la lex res situ. Très bien. Voilà, la loi de situation. Eh bien, c'est parfait. Michel, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des personnes dans le cadre de l'immobilier, du droit international, qui souhaitent, parce qu'on sait que l'immobilier en France a beaucoup est très protégé. On a beaucoup de conditions qui permettent à l'acquéreur d'être vraiment protégé au niveau de son acquisition, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner à des Français qui souhaitent acquérir un bien un peu partout à l'international? Sur quoi est-ce qu'ils doivent se baser en amont avant de faire leur acquisition? Alors en fait, il faut avoir des réflexes. Et le premier réflexe, c'est d'aller voir un professionnel, avocat ou notaire, qui s'y connaissent un peu dans le droit international. Bon, par exemple, j'avais un client et ami qui a investi en Thaïlande. Et je l'avais mis en garde sur le problème des titres de propriété en Thaïlande. En France, quand le notaire fait un acte, il dit au vendeur, donnez-moi votre titre de propriété. Oui. Le vendeur donne son titre de propriété, le notaire vérifie si le titre de propriété est bien conforme à la réalité. Tout à fait. Si la désignation est bien conforme à la réalité, le cadastre, la situation hypothécaire, la situation de l'urbanisme. En Thaïlande, il faut déjà trouver le titre de propriété. Et ce n'est pas évident. C'est la même chose au Maroc. Et ce n'est pas évident. Et donc, je dirais que c'est la première chose à voir, c'est est-ce que celui qui me vend quelque chose est bien propriétaire? Et en Grèce, il y a un autre problème, outre le titre de propriété, c'est le problème de la délimitation du bien. Et il y a eu beaucoup de Français qui ont acquis des biens en Grèce à la suite de la crise financière de 2008 où la Grèce, malheureusement, a beaucoup souffert. Et il y a beaucoup de Français qui
ont eu des mauvaises surprises, des surprises désagréables, parce que ce qui était dans le titre de propriété, ce que l'on retrouvait, ne correspondait pas vraiment à la structure de la propriété, Oui, et notamment à la surface des terrains. oui, Voilà. Donc tout ça, il faut investiguer. il faut investiguer. Michel, je vous remercie de nous avoir apporté votre éclairage sur le droit international privé et dans le cadre de l'immobilier. On en sait un peu plus. Le premier réflexe, se tourner vers un spécialiste du droit international avant de prendre n'importe quelle décision, que ce soit une acquisition, un mariage ou toute autre chose, parce qu'on pourrait aussi parler de la donation ou de l'adoption. Mais bon, on va rester nous dans le cadre de l'immobilier. Donc, de la succession également. Oui. Oui, et je voudrais citer un exemple que tout le monde connaît. Oui. C'est la succession de Johnny Hallyday. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, c'est un exemple de droit international. Oui. Entre les États-Unis et la France. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis ne coopèrent pas au plan international, puisque les États-Unis disent USA first. Oui. Voilà, donc c'est les États-Unis d'abord et après les autres ensuite. Les autres ensuite. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Johnny Hallyday a fait ce qu'on appelle aux États-Unis, avec un avocat américain, un trust. Qu'est-ce que c'est un trust? En fait, un trust, c'est on met sa succession dans un ensemble qui est géré par quelqu'un d'autre que soi-même, qu'on appelle le trustee, qui généralement est un avocat. Et le jour où on décède, cet ensemble est dévolu par le trustee à une personne ou plusieurs personnes. Oui. Bon, là, c'était le cas, c'était les dernières filles de Johnny Hallyday et Laetitia, qui étaient bénéficiaires du trust. Oui. Sauf que cette dévolution successorale a fait que les autres enfants de Johnny ont été déshérités. Oui. Or, aux États-Unis, c'est possible. Je peux déshériter tous mes enfants, même si j'en ai 10, et léguer tout à mon chien. Bon. Pardon. Pourquoi pas? Pour le chien. Ça, c'est fait. C'est pour ça que c'est un exemple vrai. En France, ce n'est pas possible. En France, on ne déshérite pas ses enfants. Oui. Et donc, c'est posé le problème de dire quelle est la loi applicable à la succession de Johnny Hallyday? Est-ce que c'est la loi française? Et à ce moment-là, le trustee n'est pas valable dans sa totalité. Il est valable pour une partie, mais pas dans sa totalité. Ou est-ce que c'est la loi américaine? Et à ce moment-là, il est valable. Bon, il y a eu une procédure judiciaire. Et il y a eu un protocole d'accord. Oui. Les héritiers ont signé un protocole d'accord parce que ça aurait été difficile de trancher. Oui. Pourquoi? Parce que Johnny avait à la fois des intérêts français et des intérêts américains. Oui. Il avait une maison aux États-Unis, il a fait une carrière aux États-Unis, moins importante que la carrière française, il a été moins connu aux États-Unis qu'en France, mais quand même il avait des intérêts des deux côtés. Et donc il fallait que le tribunal, en l'occurrence ça serait parti jusqu'à la Cour de cassation, tranche entre est-ce qu'il appartenait plus aux États-Unis ou plus à la France. Oui. Voilà. Mais si je rebondis là-dessus, le trusting, est-ce qu'on peut avoir des biens un peu partout dans le monde, le mettre dans le même pot, et pour autant, lorsqu'on n'est pas d'accord, on ne peut pas scinder les biens en disant les biens qui se trouvent en France, on passe sur le droit français, et les biens qui sont aux États-Unis, on passe sur le droit américain. Alors, on aurait pu... Alors, oui. De toute façon, c'est ce qui a abouti au protocole d'accord. Hein. D'accord. C'est exactement ce que le protocole d'accord a prévu au bout de plusieurs années de procédure. Bon. Mais le problème, le trust, c'est un testament. Oui. Enfin, ça équivaut à un testament. Le problème, c'est que tous les biens qui sont dans le trust sont dévolus par le trust, par le trustee. Donc, si on ne veut pas que ça soit dévolu, il ne faut pas les mettre. Or, Johnny, et je pense que Johnny a été ou mal conseillé ou bien conseillé, mais dans le mauvais sens, ne s'est pas aperçu qu'il faisait ce qu'il a fait. Enfin bon, ça c'est une réflexion toute personnelle. Mais non, il faut scinder au départ. Oui, il faut scinder au départ. Dans le trust, il faut scinder. Sinon. Est-ce que le trust existe en France? Alors, en France, il y a ce qu'on appelle, qui correspond un peu, la fiducie. Oui. Voilà. C'est un peu l'équivalent français du trust anglo-saxon. Sauf que la fiducie est interdite en matière successorale. Justement
Pour éviter... Pour éviter de tourner la réserve héréditaire, puisque la réserve héréditaire est de droit public aussi. Tout à fait. C'est obligatoire. Eh bien, je vous remercie d'avoir partagé avec nous tous les plus. On en sait un peu plus sur la succession du coup de Johnny et un peu plus également sur le droit international. Je vous remercie pour cet échange et pour ce partage. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt dans un de nos prochains épisodes. Merci, au revoir. L'agent Sovimo vous présente les clés de l'immobilier. Visez haut, visez beau, visez Sovimo.